initialement, c'était une année qui devait être très riche en événements politiques, mais ça n'a pas eu lieu. C'est une année qui a été marquée particulièrement par la situation sécuritaire dans le nord du pays. Et donc je peux dire que ça a été plutôt une année calme. Voilà, s'il y a une interprétation que je peux donner à cette année, c'est plutôt une année calme. Sur le plan politique, nous avons continué. Vous savez, j'ai été le premier président du CPC, le cadre permanent de concertation. Donc nous avons continué les concertations au niveau du cadre permanent pour quasiment en fin d'année mettre en place un mécanisme qui va nous permettre d'aller aux élections en 2024, au premier trimestre de 2024. Nous avons eu sur le plan de l'Assemblée nationale un certain nombre de lois, mais ce n'est pas des lois aussi importantes qu'on en a connues sur l'année dernière. Et c'est pour ça que je vous dis que ça a été une année calme, parce qu'en dehors des discussions qu'on a entretenues en fin d'année pour accélérer le processus électoral, nous n'avons pas eu d'échéance particulière pendant l'année qui, sur le plan politique, marque éventuellement un tournant décisif. Il n'y a pas eu d'événement particulier sur le plan politique national. La première chose qu'on peut retenir, c'est que les acteurs politiques peuvent se parler. On a souvent une très bonne ambiance. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que les acteurs politiques sont toujours dans leur lutte partisane, donc chacun essaie de tirer son épingle du jeu. Peut-être le regret qu'on peut avoir, c'est qu'on aurait souhaité quand même organiser les élections législatives à terme, donc à savoir en décembre maximum en 2023. Ça n'a pas eu lieu, mais bon, à partir du moment où elles sont programmées à être combinées avec les élections régionales, je pense que voilà. Mais honnêtement, l'année 2023 ne nous a pas réservé de grosses surprises sur le plan politique. Le premier élément, c'est la situation sécuritaire, parce que le gouvernement a dit qu'il fallait qu'il soit plus clair. On ne peut pas organiser des élections dans une partie du pays. Et puis le deuxième élément, c'est que la CNAP, donc le cadre national le cadre de concertation des acteurs politiques, avait demandé à ce que la francophonie fasse l'audit du fichier électoral. Donc après le recensement, il fallait faire l'audit du fichier. Ça a mis trop de temps. Et donc à partir du moment où le résultat de l'audit sortait quasiment début novembre, les délais pour organiser les élections à partir de cet audit-là, nous-mêmes, acteurs politiques, on nous a présenté cet audit-là que tout récemment. Donc les deux conjectures ont fait que les élections n'ont pas eu lieu, mais nous aurions souhaité que la décision de projet des élections soit plutôt une décision concertée, au lieu qu'on a l'impression que le gouvernement a pris les décisions avant de nous en informer. Il y a deux avantages. Le premier, c'est que ça nous fait faire deux élections pour une. Sachant quand même que ces derniers temps, nous, les acteurs politiques, on s'est souvent plaint de trop grand nombre d'élections. Vous savez, on a fait des élections législatives en 2018, des élections locales en 2019, des élections présidentielles en 2020. Tout ça, là, ça coûte de l'argent. Donc, il y a cet avantage-là. Et puis, il y a aussi l'avantage que les deux élections se passent dans les préfectures. Donc, comme la circonscription électorale sera la préfecture, c'est beaucoup plus intéressant de les fusionner. Et le troisième avantage, c'est qu'à partir du moment où les délais, les mandats des législatives et des régionales sont de 6 ans, c'est que si vous les faites ensemble, c'est que tous les 6 ans, vous les ferez ensemble. Donc ça nous permet quand même d'harmoniser et de faire des économies d'échelle. Nous avons organisé le congrès du parti du 9 août dernier pour justement se projeter sur les élections à venir. Nous sommes l'un des rares partis qui organise des élections, des congrès tous les 2 ans. On a eu quasiment 1000 personnes à Lomé ici pour regarder les perspectives. Donc ça fait partie des actions qui ont été faites. À mon actif, même en tant que député aussi, il y a beaucoup d'actions qui ont été faites, que ce soit des distributions de fournitures scolaires, que ce soit des lampadaires, que ce soit des fonds qu'on met à l'endroit des femmes pour leur groupement. Donc ça fait partie des actions locales, il faut quand même en parler. Et puis maintenant, nous rentrons dans une année qui va être une année stratégique, parce qu'en réalité, certes, on a les élections législatives et régionales, mais derrière aussi, il y a les élections présidentielles. Dans les deux, vous faites l'action que vous faites, les résultats que vous aurez pour ces deux élections vont vous permettre de savoir ce que vous allez faire pour les élections qui attendent. Nous avons comme ambition d'être présents dans toutes les préfectures, donc dans les 39 préfectures. C'est par rapport à ça qu'on se prépare, et nous voulons, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous espérons avoir entre 10 et 15% du suffrage, et donc 15%
du nombre de députés global à l'Assemblée nationale, comme 15% des conseillers régionaux sur l'ensemble du pays. C'est compliqué, on n'a pas d'argent. Non, mais c'est une vérité, c'est compliqué parce que nous souhaiterions quand même avoir une audience nationale, être dans toutes les circonscriptions. Mais le vrai problème aujourd'hui des partis de l'opposition, c'est leurs ressources financières. Même si on dit aujourd'hui qu'on préfinance les élections, vous avez vu qu'aux élections présidentielles dernières, c'est après la campagne qu'on a donné l'argent. Et souvent, l'argent qu'on donne même ne permet pas de couvrir. Donc ouais, c'est très difficile. Au niveau de la mobilisation des ressources, c'est très difficile. Et dans un pays où la moitié de la population vit sous le seuil de la pauvreté, celui qui n'a pas d'argent a déjà perdu les élections. Mais nous sommes optimistes. Si on participe à ces élections, ce sera notre 5e élection en moins de 10 ans. Nous sommes optimistes. Nous avons réussi, à l'issue des élections locales, à se hisser en 4e position au niveau des partis politiques et en 3e position au niveau des partis politiques de l'opposition après la l'ANC et l'IFC. Nous pensons que tout le travail que nous avons fait depuis 2019 va nous permettre, nous visons au moins à avoir entre 10 et 15% d'électorat. La perspective, c'est gagner les élections avec 10 ou 15%. C'est la seule chose qui nous attend. Je pense que même dès le mois de février, là, vous ne verrez pas les acteurs politiques qui seront tous sur le terrain, parce que c'est la période. D'abord, nous sortons d'une double crise, la crise du Covid et la crise de la guerre d'Ukraine. Maintenant, il y a une 3e crise qui s'installe, la crise de la guerre Israël-Palestine. Et aujourd'hui, il y a une crise monétaire internationale parce que quand il y a des crises comme ça, les gens n'aiment plus passer de l'argent. Donc il y a cette crise-là qui fait que même dans beaucoup d'administrations, il y a des tensions de trésorerie. Le deuxième élément, c'est que je crois que la faible lutte contre la corruption fait que les gens n'ont plus confiance. Et donc, conséquence, l'argent ne circule pas. Disons-nous la vérité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'argent ne circule pas. Vous avez une inflation, elle commence à être gérée maintenant, mais l'année dernière, on a une inflation, un taux d'inflation qui montait à plus de 6%. Et donc, vous avez la vie chère qui est installée partout. Et il ne me semble pas que les solutions que le gouvernement a mises en place l'année dernière a été poursuivi jusqu'en 2023. Donc en 2023, on est rentré dans une situation vraiment où quasiment toutes les denrées alimentaires coûtent très cher. Et donc oui, ça conduit à cette situation où les Togolais ont vraiment l'impression que c'est le diable qui les tue par la queue. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut d'abord développer les investissements directs étrangers parce que en réalité, on n'épargne pas suffisamment dans notre pays. Donc il faut faire appel à des investissements directs étrangers. Il y a des projets qui sont là. Parce que notre épargne n'étant pas très forte, c'est uniquement de l'argent qui vient de l'extérieur qui peut créer des emplois. Il faut, à mon sens aussi, faire vraiment une grande formation pour l'entrepreneuriat des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que d'abord, il y a des concours de la fonction publique qu'on organise, qu'on proclame jamais les résultats. Et que pour sortir vraiment de cette situation, c'est vraiment l'entrepreneuriat des jeunes, c'est-à-dire les PME, PMI, qui peut vraiment sauver la situation. Mais pour cela, c'est qu'il faut trouver des moyens pour financer ces PME, PMI, il faut les accompagner, il faut les trouver des débouchés. Autant de choses que l'État peut faire parce que ces jeunes-là, tout ça ne peut pas s'en sortir.